Alors, ChatGPT inquiète parce que on peut maintenant produire, alors qu'on ne maîtrise pas le français, la syntaxe française, ou qu'on ne maîtrise pas l'orthographe française, ce qui est quand même assez courant. Une totale maîtrise de l'orthographe nécessite de grandes heures d'apprentissage. On peut, malgré ces lacunes, produire un texte en excellente syntaxe et en excellente orthographe. On peut très bien faire un copier-coller et dire à ChatGPT « Ne change rien à mon texte à part la syntaxe et l'orthographe ». Et il le fait magistralement. Doit-on le déplorer? Moi, je m'en réjouis. J'ai consacré en 2007 chez Flammarion un livre sur la philosophie de l'orthographe, mot pour mot, quelle orthographe pour demain, où je vois qu'à l'horizon 2035, l'orthographe va se dédoubler en une graphie standard, celle des livres, celle de la télévision, celle d'Internet, une graphie où on s'accorde à dire, et il faut peut-être la simplifier aussi, et les réformes de 90 ne sont pas suffisantes, je ferme la parenthèse, mais une graphie standard sur laquelle on s'accorde, et puis des graphies qui sont des graphies de la langue intime. Ce que j'appelle la langue intime, c'est le besoin d'expression qui doit passer par un code écrit pour être véhiculé. L'orthographe n'est pas la langue. Aucun grammairien et spécialiste ne pourrait prétendre que l'orthographe est la langue. C'est simplement notre aliénation à ce code orthographique fétichisé en France qui fait qu'on s'imagine que ça fait partie du patrimoine de la langue française. Pas du tout. L'orthographe est un code bien arbitraire qui a été compliqué artificiellement par l'Académie française pour exclure les femmes qui n'avaient pas d'éducation à l'époque et les demi-savants. Donc c'est un code qui vise à hiérarchiser les locuteurs en fonction de leur usage conforme du code écrit. Donc c'est un flicage. L'orthographe est un flicage qui permet de voir à peu près le niveau d'étude de quelqu'un dans notre fantasme, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fonction de son respect. On sait très bien qu'on peut mal écrire en étant dans les classes favorisées, mais on aura une secrétaire plus facilement, quelqu'un qui pourra retoucher notre orthographe plus facilement. Là, ça démocratise la secrétaire. On a ChatGPT. ChatGPT peut réviser tout ça. Moi, je m'en réjouis. On va réduire l'écart, qui est un écart de pouvoir, et ça me semble être excellent pour la démocratie, excellent pour le besoin d'ambition expressive des êtres humains. Dans les savoirs qu'on donne aux élèves, il y a des savoirs qu'il faut interroger quant à leur pertinence, leur utilité sociale, leur utilité pour la formation de l'esprit de l'élève. Les mathématiques, on sait très bien qu'à part des filières où vous avez besoin des mathématiques, on n'a pas besoin de f2x et de a2 plus 2ab plus b2 dont on bassine les élèves pendant des années, dès la troisième, et qui ne sont pas du tout utiles plus tard. Ce qu'on a fait pour sauver les mathématiques, matière de sélection qui avait tout à fait sa noblesse à une certaine époque pour éviter les discriminations entre les gosses de pauvres et les gosses de riches, pour le dire familièrement et rapidement, aujourd'hui, la seule pertinence qu'on a, c'est de dire ça forme l'esprit. Oui, peut-être que les mathématiques forment l'esprit, l'informatique forme l'esprit, le jeu d'échecs peut former l'esprit, les jeux vidéo peuvent former l'esprit. Enfin, il y a plein de jeux intellectuels qui forment l'esprit. Donc, il va falloir qu'on s'interroge sur cette pertinence puisque maintenant, ChatGPT nous trouve les formules de maths, nous fait les exercices de maths et règle tout ça. Un peu comme une super calculatrice aujourd'hui à notre service. C'est la même chose pour le français, c'est la même chose pour la philosophie. Les grandes questions universelles et demander à l'élève d'avoir une sorte de réponse nuancée des choses, je dis oui, je dis non, je remets en perspective, le ChatGPT peut le faire. Donc on ne doit plus l'exiger des élèves. Il faut qu'on accepte de lâcher prise sur tout un pan du savoir qu'on donne aux élèves comme étant absolument déterminant pour leur avenir et que maintenant, vu que la technologie le fait, eh bien, il faut apprendre autre chose. Un exemple très simple. Aujourd'hui, nous avons des traducteurs de texte excellents. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Les traducteurs eux-mêmes me disent qu'ils s'en servent. Donc, il faut intégrer ça à l'apprentissage des langues. Et quelqu'un qui utilise DeepL pour des traductions en anglais, est-ce qu'il ignore l'anglais? Non, il apprend autrement l'anglais. Il voit la traduction, il la dit, il la parcourt, il l'interroge. Et en classe, on devrait utiliser bien sûr DeepL, ça doit faire partie de l'éducation en anglais, DeepL ou d'autres logiciels, et travailler à partir de ça. Comment tu utilises DeepL pour produire un texte, une traduction par exemple? Il faut qu'on puisse intégrer les technologies dont vont se servir les élèves dans leur vie plus tard et dont se servent les élèves chez eux dans l'éducation nationale. J'ai regardé tous les titres de presse, c'est la machine à tricher, le bullshitter absolu, etc. On diabolise cette machine comme si on allait devoir faire qu'avec elle. Mais c'est pas qu'avec elle, c'est un outil parmi d'autres. Moi, je m'intéresse beaucoup
l'intelligence artificielle de l'intérieur. J'ai analysé les travaux de Justine Cassel, par exemple, ou de Cynthia Brizil, qui ont travaillé sur les robots conversationnels. Et ce qui est intéressant dans leurs travaux, c'est justement comment ces robots-là impactent les interactions sociales. Et ce qu'elles démontrent, c'est qu'il y a un lien absolu. C'est-à-dire qu'un robot conversationnel comme ChatGPT va transformer les relations entre les personnes. Aujourd'hui, tout le monde peut se mettre à écrire un livre en utilisant ChatGPT. Je vous garantis qu'en 2024, vous aurez des livres entiers qui seront rédigés par des gens qui n'auraient pas du tout eu l'idée d'être rédacteurs d'un livre, qui ont plein de choses à dire et qui vont être décomplexés par rapport à cette approche en disant « je peux enfin présenter ce que j'ai à dire sous une forme acceptable par des éditeurs » par exemple. Alors c'est une autre peur que ChatGPT va formater l'écrit et va finalement mettre tout au même niveau, un bon niveau mais un niveau identique, cette idée d'une standardisation du langage. Alors, il y en a plein qui ont travaillé là-dessus. Julia Hirschberg, par exemple, montre que lorsque on s'imagine une sorte de nivellement par le haut de la machine, par le haut parce qu'on parle tous un peu mieux en moyenne, mais en fait, tout va être formaté. Elle montre que ce n'est pas du tout le cas. Mais même avant elle, Henri Bergson dit ça. Henri Bergson, le philosophe français, Henri Bergson dit que plus la technologie se développe, et il voit la technologie comme une extension du corps, c'est une extension de la main, plus il faut développer notre âme. Et c'est ce qu'il appelle un supplément d'âme. L'expression vient de lui. Donner un supplément d'âme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter du résultat produit par la machine. Il faut qu'on imprime notre patte humaine pour qu'on puisse avoir des œuvres fulgurantes, pour qu'on puisse se retrouver dans un travail artistique, pour qu'on puisse se retrouver dans un écrit qui emporte le cœur et emporte, par son lyrisme, par sa poésie, notre imaginaire. Et donc, bien sûr que pour des lettres un peu administratives, ChatGPT excelle déjà, écrire des mails, etc. Mais si vous voulez, par exemple, écrire une lettre de motivation, il va pouvoir vous donner un canevas, il va pouvoir vous donner une structure. Et c'est comme ça qu'on va rédiger dans le futur. On va évidemment demander à ChatGPT une première ébauche. C'est intéressant parce que ça rapproche un peu de l'acte de peindre. Nous allons peindre avec les mots avec ChatGPT. J'ai un premier brouillon au crayon. Puis après, je vais mettre ma peinture. Et il faudra mettre un supplément d'âme pour apporter, la possibilité d'être ému. Alors, ChatGPT est très bon en émotion. Il comprend tous les symboles, la poésie et l'émotion. Mais il va falloir donner de nous. C'est ça le supplément d'âme de Bergson. C'est l'élan vital me traverse et cet élan vital ne peut pas être enfermé dans la machine. Il doit être avec la machine. Et cet élan vital, vous ne pouvez pas l'avoir par une simple IA, et c'est ce que je dis aussi dans mon livre Le Monde est flou. À un moment, l'émotion va devenir l'enjeu crucial. C'est ce que je vais apporter en plus qui va faire la différence. Un exemple très simple. Vous pouvez demander à ChatGPT des haïkus ou des poèmes. Vous dites, fais-moi un poème sur ces 3 thèmes. Vous prenez des thèmes, n'importe quel thème. Il va trouver les liens entre les thèmes. Rectiligne, purée et amour. Et il va vous faire un poème sur la purée et l'amour. Il va trouver des comparaisons très intéressantes. Ton amour m'écrase comme des pommes de terre, etc. Il vous fait ce poème, mais le poème va être plat. On n'a pas encore une IA hémomimétique. Ce que j'appelle hémomimétique, c'est qui imite l'émotion humaine de façon fulgurante, foudroyante et enthousiasmante. Du coup, il va falloir changer des mots, changer des structures. Donc je pars d'une ébauche produite par la machine et j'y apporte mon supplément d'âme. Et c'est ça qui va être l'acte d'écrire pour demain.